Marianne, elle est jeune, mais c'est une petite femme pleine d'amour, qui vit dans une famille un peu tourmentée. Toi, tu vas te tourner vers l'église là-bas. Pour le moment, ce n'est qu'un rêve naturaliste qu'on a cet hiver. Tu te tournes et il voit que tu regardes ailleurs. Il dit, vous n'avez-vous jamais envie d'autres paysages? Voilà, bonjour monsieur Christophe Grand, c'est un plaisir de vous recevoir pour notre chaîne Fin de séance. Alors nous allons commencer avec une actrice que vous avez connue lors d'un tournage. C'est une actrice que vous connaissez bien pour avoir tourné avec elle dans Le Pacte des loups. Quel souvenir gardez-vous de Émilie Dequesne? Ah là là, sa mort a été un moment difficile. Un moment difficile parce que quand je l'ai faite tourner, elle avait 19 ans. Et vous savez, moi j'avais déjà 40 ans. Et quand vous utilisez quelqu'un qui a 19 ans, qui est encore un bébé, en plus, elle avait cette bouille d'enfant, etc. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez la voir partir. Jamais vous pouvez imaginer ça. Dans le film, il y a beaucoup de gens importants qui jouent et qui sont partis depuis. Jean-Yann, Perrin, voilà, Hans Meyer, Bernard Fresson. Mais jamais j'aurais cru que Émilie nous quitte, quoi. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Et la première personne que j'ai appelée, c'est Samuel Le Bihan. Et au téléphone, il m'a dit « je suis en colère, mais je ne sais pas contre qui ni contre quoi ». Mais on était vraiment perturbés. J'avais besoin de parler avec quelqu'un qu'il avait connu comme moi. Et donc j'ai appelé spontanément Samuel, parce qu'il jouait Grégoire de Fronsac, il jouait l'amoureux d'Émilie dans le film. Et on a parlé comme ça d'Émilie en disant « mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas lui arriver, ça peut pas arriver à elle, quoi. Cette espèce de bonne nature, de gentillesse incarnée, parce qu'elle était. Mais quand je dis ça, c'était pas seulement cette jolie jeune femme, nature, etc. Elle avait, ce que je disais, on m'a déjà posé la question, évidemment. Elle était poétique, Émilie. Elle avait quelque chose de poétique. Comme d'ailleurs souvent chez les Belges. Moi, j'aime bien les Belges parce qu'ils sont poétiques, pour moi. Et la poésie peut prendre plein de formes inattendues chez les Belges. Mais elle était vraiment poétique. Elle avait quelque chose à la fois de naturel, de bienveillant, de gentil, etc. J'ai évidemment plein de souvenirs sur le plateau. Je faisais un peu la police parce qu'elle passait son temps à manger des barres de chocolat daim. Et qu'elle cachait, je les voyais parce que le matin, la voiture venait nous chercher à l'hôtel, je regardais à l'intérieur de la porte et je récupérais les emballages de barres chocolatées, parce qu'elle était arrivée un peu plus tôt que moi sur le plateau pour se faire maquiller. Et donc, après, j'allais la voir en disant « Attends, Émilie, tu me fais pas le coup, là. Je t'ai dit d'arrêter de bouffer ces trucs, etc. » Ça la faisait rire et tout ça. Je crois que le moment d'émotion qu'elle a eu, quelque chose qui l'avait bouleversé sur le plateau, c'est quand... parce que les gens, quand on a travaillé sur le film, certains ne savaient pas chevaucher, ne savaient pas monter à cheval. Et donc, on leur avait attribué à chacun un cheval, et puis ils avaient appris à monter à cheval avec un cheval en particulier. C'était Louracci qui s'était occupé de ça, etc., qui est un très grand dresseur et tout ça, Mario Louracci. Et le cheval, les chevaux servaient par ailleurs dans d'autres scènes, par exemple des scènes de cavalcade et tout ça. Et le cheval d'Émilie a été tué pendant une cascade, bêtement. Il est passé sous une branche d'arbre un peu basse et la branche a tapé le cheval juste à l'endroit, ce fameux endroit là qui est fatal pour les chevaux. Et le cheval est mort sur le coup. Et Émilie a été dévastée par la mort de ce cheval, vraiment dévastée. Et c'est le seul accident qu'on a connu sur le film, qui était pourtant assez périlleux, et beaucoup de cascades, beaucoup de choses comme ça. C'est le seul accident, et ça avait énormément touché Émilie, la mort de ce cheval. Et voilà, il y a évidemment plein d'autres choses, mais voilà, ce que je me souviens d'elle, c'était qu'elle était gentille, généreuse, elle s'amusait bien, et que c'était encore une enfant. Et c'est pour ça que le personnage est très beau.
à l'écran, c'est parce que... Et puis je trouvais aussi qu'avec son visage un peu carré, elle était bien comme, en tant que fille de Jean-Yann, parce que Jean-Yann avait aussi cette bouille. Et ça m'a plu d'imaginer que Émilie ressemblait à Jean-Yann et que Vincent Cassel ressemblait à Edith Scobb, qui jouait sa mère, et qu'il y avait la division à l'intérieur de la famille qui se voyait par leur bouille, quoi, par leur tête. Et voilà, mais qu'elle parte comme ça, je sais qu'elle a fait acte de courage, en tout cas, qu'elle a tenu le coup jusqu'au dernier moment, qu'elle a eu un espoir avec cette rémission, et puis que finalement, elle a été emportée. Mais c'est une grande perte, je pense vraiment une grande perte, et pour le cinéma, et pour tous les gens qui la connaissaient, parce qu'elle était, je dis bien, magique. Elle représente les gens qui ne savent pas encore qui ils sont et qui vont être changés pour l'évolution des idées. Grâce à votre magazine Starfix, vous nous avez fait découvrir le cinéma de Hong Kong. Quel souvenir gardez-vous de cette magnifique période? C'était un moment incroyable parce que ça a complètement drivé ma vie et la vie de mes amis, de mes proches, des gens avec qui j'ai toujours travaillé. On était entièrement obnubilés par Hong Kong. Il n'y avait plus que ça qui existait. C'est-à-dire que on était tous allés au festival de Milan, le marché du film, le MIFED, et on avait vu projeter Gunman de Kirk Wong, A Better Tomorrow 2 de John Woo. Et on a découvert comme ça donc la nouvelle vague de Hong Kong, la nouvelle vague de cinéastes. Et je me rappelle l'excitation qui s'est emparée de nous de voir que brusquement on était face à une cinématographie qui était déjà en ordre de bataille, c'est-à-dire avec des cinéastes, des techniciens, des chorégraphes, des stars extraordinaires, d'un charisme monstrueux. Chow Yun-fat évidemment. Mais aussi Anita Mui et tout ça, Leslie Chung. Et je me rappelle qu'on était subjugués, quoi. On se disait, oh, il existe une espèce de contre-pouvoir au cinéma hollywoodien quelque part, dans ce tout petit territoire. Et en plus, c'était un territoire qui était fantasmatique pour moi, parce que moi, j'appartiens évidemment à la génération Bruce Lee, donc Hong Kong a toujours été dans mon cœur. Mais j'ai découvert qu'il y avait ce renouveau, cette nouvelle vague avec ces films-là, et ça a été stupéfiant. En fait, ça a été stupéfiant parce que c'était brusquement la promesse qu'un tout petit territoire qui ne devait rien, pouvait créer une cinématographie qui ne devait rien à Hollywood, rien du tout. Le cinéma de Hong Kong réadapte en fait des récits anciens, notamment des récits de Wu Chiapian, donc de films de chevalerie. D'une manière qui était tellement extraordinaire et inattendue qu'on était tous fascinés. Et c'était finalement une promesse, pour les petits territoires comme la France aussi. Et c'est pour ça que j'ai très rapidement, quand j'ai pu passer à la réalisation, rendu hommage au cinéma de Hong Kong, parce que pour moi, c'était une façon d'affirmer en fait ma franchitude, on va dire les choses comme ça, en faisant référence à cet autre petit territoire qui arrivait à produire une si grande cinématographie. Et le Pacte des loups a fait culminer cette hybridation, parce que c'est finalement un remake de La Rage du tigre. Le courage et l'honneur contre le mensonge et la cupidité. Qui était un très grand film de l'histoire de Hong Kong, avec donc un Wu Chiapian, avec le cinéma de KPDP français. Vive la Garlet! Et l'hybridation a fonctionné. Le public a reçu ça d'une manière que moi-même j'aurais jamais espéré. Mais je pense que c'était une façon... Pour moi, le cinéma de Hong Kong, c'est un moment où j'ai vu une affirmation contre le potentat américain, en fait. Évidemment, j'aime le cinéma américain, je suis un cinéphile. Le cinéma américain, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Mais il y a un moment où quand vous voulez vous-même passer à la réalisation, soit vous dites je vais m'exiler et travailler aux États-Unis, soit je reste dans mon pays, parce que précisément Hong Kong nous montre qu'il y a une troisième voie qui n'est pas celle de l'exil, qui n'est pas celle de se fondre dans la production locale, mais au contraire de réagir contre et de créer quelque chose qui est un nouveau territoire. Et c'est ce qui s'est passé avec le Pacte des loups. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, il se passe à peu près la même chose dans le cinéma indien.
Bien sûr, c'est là où ça se passe. Et on peut savoir votre avis sur le sujet? Est-ce que vous regardez beaucoup de films en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de tout? C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en 1983, quand on a découvert la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'il y a un film emblème qui est RRR. Qui est le film emblème du nouveau cinéma indien. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce film. Il y en a des dizaines d'autres. Et c'est un cinéma qui, comme le cinéma de Hong Kong, n'a pas besoin du reste du monde. Alors eux, en plus, c'est que certains films indiens, parmi évidemment ceux qui marchent le mieux, arrivent à faire 50 millions de spectateurs en une semaine. Donc ils n'en ont rien à foutre du reste du monde. C'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants. Et dans leur autosuffisance, ils ont créé quelque chose qui ne doit en rien au cinéma occidental, mais qui doit beaucoup au cinéma de Hong Kong. Ils ont réussi, un peu comme ce qu'a fait le cinéma coréen, à absorber le cinéma de Hong Kong, d'abord en faisant de mauvaises copies du cinéma de Hong Kong, puis rapidement en l'assimilant et en produisant leur propre conception de l'action. Exactement comme on a vu, il y a eu un moment dans le cinéma coréen où les films coréens n'étaient pas très intéressants. C'était des Soo Shin-Soo-tung, c'était des trucs comme ça. Des films comme Bin Chun-Moo, personne ne se souvient de ce genre de choses, mais voilà, c'était des wuchapian faits à la Hong Kong. C'était pas terrible. Et parce que moi, il y a eu un jour où il y a eu cette génération qui est arrivée, je veux dire Park Chan-wook, voilà, Kim Ji-woon, tout ça. Et là, c'est Bong Joon-ho, évidemment. Et là, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable. Là. Et on a eu l'émergence, notamment du cinéma, du polar coréen. Hein. The Chaser. Moi, je suis un très grand fan de polar coréen. Et là, on s'est aperçu qu'ils étaient capables de produire le meilleur dans ce genre-là. Le meilleur. Pour moi, un polar comme New World. 신세계 프로젝트입니다. De Park Hoon-jun est un chef-d'œuvre. Je me le passe quasiment tous les 2 mois, ce truc. En le regardant et en me disant, bon Dieu de bonsoir, quel film, quoi. Et je sais qu'il y a quelque chose du cinéma de Hong Kong, et je sais qu'il y a quelque chose du film de Yakuza japonais, mais c'est d'abord du cinéma coréen. Et ben, c'est un peu la même chose avec le cinéma indien. Il y a une nouvelle génération de cinéastes qui s'est levée, qui a complètement fini par assimiler tous les trucs, les gimmicks, la façon de faire d'autres cinématographies, et ils le régurgitent à travers leur code culturel, et notamment religieux, dans le cas comme me disait Rajamouli, parce que j'ai eu l'honneur de faire une interview de lui, il me dit tout est religieux en Inde, et donc ils ont réussi à régurgiter une grande partie du cinéma de Hong Kong à travers un espèce de prisme. Ils ont reformaté en fait le cinéma d'action, etc., à travers les légendes du Mahabharata. Et ça donne quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que par exemple, RRR, je ne sais pas si vous avez vu ce film prodigieux, RRR, il y a 2 personnages. Il y a un gendarme qui travaille pour les Anglais, parce qu'on est au moment de la colonisation, et puis il y a un chasseur de tigres qui protège le village dont il est issu. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que le film avance, parce que ces 2 personnages vont finir par agir ensemble contre l'occupant anglais, on s'aperçoit au bout d'un moment que l'un est en fait la réincarnation du dieu Rama, et il apparaît à un moment donné avec son arc et sa tunique rouge de Rama. Du jour au lendemain, il y a ce moment où ça bascule. Et l'autre est évidemment la réincarnation de Hanuman, qui est donc le dieu singe, qui est le copain de Rama dans le Mahabharata. Bon. Et donc, il procède toujours comme ça. C'est-à-dire que ça semble être un polar, ça semble être un thriller, ça semble être un film d'aventure, et ça tourne rapidement au film mythologique. Donc, je dirais que le cinéma indien est peut-être la forme la plus proche de ce qu'a été le peplum italien à une certaine époque. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on est face à un cinéma qui pratique Massiste, Samson, Hercule, je veux dire, avec évidemment la virtuosité technologique et chorégraphique du cinéma de Hong Kong. Et le résultat est
invraisemblable. C'est parmi les moments de cinéma les plus exaltants et que j'ai vécu dans toute ma vie, quoi. RRR, j'avais 12 ans et j'avais les yeux qui me giclaient des orbites en le regardant, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas en train de voir ça, quoi. Et c'était incroyable parce que j'ai 65 ans, j'ai vu des milliers de films, je suis blasé, je pourrais être blasé complètement. Et là, tous mes réflexes, tous les trucs qui font que quand je regarde un film, je sais d'où ça vient, etc., s'effaçaient complètement. J'étais complètement absorbé par ce que je voyais et je n'en croyais pas mes yeux. Et je crois que c'est rare, en fait, d'arriver à ça. C'est-à-dire de retourner, je dirais, à un état primitif face à un film. Et le cinéma indien est, à mon avis, actuellement, le cinéma qui t'offre cette forme de primitivisme du spectacle et du spectateur. C'est-à-dire que tu retournes à l'essence de ta condition de spectateur. Je dis bien, tu as 12 ans. Mon camarade qui est à côté de moi est un fan de vos films et donc c'est pour ça qu'il est là, on l'a invité parce qu'il avait quelques questions pour vous. Donc je l'invite à les poser. Vous êtes un cinéphile, cinéphage même, hein. Oui. J'ai entendu une interview. Boulimique. Voilà, j'ai même une interview de vous, vous disiez que vous avez presque un rapport sexuel au cinéma. Oui, totalement. Et vous l'assumez. Je l'assume totalement. Je l'ai souvent dit, ça procède dans certains cas de l'orgasme, oui, tout à fait. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous excite encore? Apparemment, il y a déjà une partie de réponse, hein, le cinéma, on a dit indien, mais à part ça, il y a encore quelque chose qui vous excite dans les films actuels? Oui, il y a énormément de choses formidables qui se font. Je veux dire, maintenant, il faut les repérer. C'est-à-dire que les tuyaux sont pleins, les robinets sont ouverts, et le cinéma se déverse comme ça dans un espèce de désordre et de chaos invraisemblable, dans lequel il est très difficile de se retrouver. Heureusement, je suis entouré de gens un peu comme moi. Je suis en correspondance avec des gens comme moi. Et donc, on finit tous par créer une sorte de filtrage. Et donc, on se recommande les films les uns les autres en disant « Attends, regarde ça. Ça, c'est pour toi, ça. » C'est-à-dire qu'on fait à peu près ça. C'est-à-dire que, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on finit tous par, travailler et puis on s'échange les films, voilà. Et en fait, on arrive à s'y retrouver parce que il est clair aujourd'hui que l'abondance est telle et que, en fait, on a tendance à vouloir picorer. C'est à bouffer, ci, ça. Des fois, ne même pas aller jusqu'au bout des films. Hein. On voit les rapports des spectateurs sur Netflix qui finissent même pas les films quand ils les ont commencés, la plupart du temps. Hein. C'est incroyable. Je trouve ça fou, quoi. De regarder un film sans connaître la fin, je ne sais même pas comment ils font. Hein. Mais bon, il y a cette façon, voilà, l'image aujourd'hui, elle est partout. Les gens regardent les films sur leur smartphone dans le train et dans le métro, etc. Donc, voilà, moi, je sais que sans doute à cause j'appartiens à une génération qui a usé ses culottes sur les sièges de cinéma. Donc, pour moi, l'expérience du cinéma est très importante. Aller voir les films indiens dans les salles ethniques à Paris, on en a beaucoup. On a beaucoup de salles ethniques. On a 2 salles pâtées, notamment, qui font 7 salles, et donc 3 consacrées entièrement au cinéma indien. Donc, ça dépote. Hein. Je veux dire, ça nous permet de suivre l'actualité. Voilà. Évidemment, il y a le circuit bootleg, hein, on ne va pas se cacher les yeux. Il y a tout ce que vous pouvez récupérer à droite, à gauche, etc. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon on serait largués. Voilà, bon, moi je sais que y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de cinématographie très intéressante. Maintenant, tout a tendance à être un peu noyé dans la masse. Voilà. Et pour moi, les plateformes ont réinventé la notion de vidéoclub de province, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, on n'a même pas le nom du réalisateur, il y a vaguement une image, donc c'est un peu comme la jaquette d'autrefois, et on pique en fonction de ce qu'on a envie de voir, etc., etc. Tout ça ne facilite pas l'organisation, la stratification de ce qu'on est en train de regarder. Mais il y a des œuvres qui se perpétuent sur Netflix, par exemple. Je veux dire, quand j'ai vu Blue Ruin de Jérémy Saulnier, qui est pour moi, je me suis dit, voilà un cinéaste important. Ensuite, il y a eu Green Room. Et après, tous les autres films sont sur Netflix. C'est-à-dire que Jérémy Saulnier est sorti des radars parce qu'en fait, maintenant, il travaille pour Netflix. C'est à la fois, je suis content qu'il travaille parce qu'il a du talent. D'autre part, et en même temps, je suis un peu triste que plus personne ne semble calculer l'importance de ce mec.
C'est-à-dire que parce qu'il est sur Netflix, All the Dark et Rebel Ridge, je veux dire, voilà, il passe comme ça, voilà. On finit par perdre la trace de certains cinéastes importants. Moi, je fais très attention, et c'est aussi parce que j'ai toujours agi comme ça, je suis les gens, moi. C'est-à-dire que je ne suis pas les films, je suis les gens. C'est-à-dire que quand je vois un film qui me plaît, j'essaye de regarder tout ce que le mec a fait. Ça, c'est vraiment un truc que je fais systématiquement. J'ai beaucoup aimé hier Honey Bunch, et j'ai immédiatement commandé le premier film du couple de cinéastes qui ont fait Honey Bunch. Je l'ai trouvé, et donc je l'ai immédiatement... Parce que pour moi, dès que je vois un film, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, ceux-là? Et voilà, exactement. Et c'est très important. Et pour le cinéma indien, je fais exactement comme ça. Quand je vois un film indien qui me plaît, par mes réseaux, je me procure tout ce qu'il a fait avant. Juste une petite dernière question, vous êtes aussi un grand amateur de jeux vidéo? Je passe une partie de ma vie là-dedans. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas pris la place du média populaire qu'était le cinéma dans les années 90? Évidemment, c'est-à-dire que à la fois je suis l'actualité du jeu vidéo, et c'est extrêmement difficile de la suivre. Je veux dire, il faudrait plusieurs vies et en se consacrant uniquement à ça. Mais oui, je suis l'actualité, j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que ça va très vite, hein. La montée en puissance du jeu vidéo va très très vite. En même temps, je bénis les dieux de ne pas avoir eu le jeu vidéo quand j'étais gosse, et d'avoir uniquement la littérature et le cinéma comme seul moyen de divertissement. Heureusement, parce qu'il est clair que je comprends parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, le kiff est invraisemblable. Moi, je suis rentré dans les jeux vidéo, je suis en quelque sorte retombé dedans, parce qu'avant, en fait, avec les copains, on allait jouer dans les arcades. Il y avait une grande arcade à Jean-Lépin où j'allais jouer, c'était un endroit magique. Et puis après, j'ai perdu de vue les jeux vidéo. Et c'est en fait sur PC, je suis tombé, mon neveu avait acheté Quake, et je suis retombé dans les jeux vidéo à ce moment-là. J'ai acheté une PS1, et puis c'est parti. Après, c'est devenu un truc de fou. Et au point que, au bout de 3 mois, j'ai acheté le premier Silent Hill. Cheryl? Is that Cheryl? Where are you going? Et j'allais voir mon producteur, donc Samuel Adida, en lui disant, ça, il faut l'adapter. Ça, c'est quelque chose qui est... Et bon, voilà, je pense que les jeux vidéo aujourd'hui, oui, occupent la position de divertissement culte qu'avait le cinéma de mon temps. Le cinéma n'a plus ce côté-là. Voilà. C'est fini, peut-être parce qu'il a été désacralisé par justement tous les endroits où on peut le regarder. On peut le regarder sur son ordi, on peut le regarder sur son téléphone. Aujourd'hui, les plateformes sont je dis bien des robinets ouverts qui déversent du cinéma. On va, on vient, on regarde un film, on l'arrête, on le reprend pas. Voilà. Le jeu vidéo a cette espèce de pouvoir de captation qui est tellement puissant. Il y a quelque chose les enjeux qu'il développe sont de plus en plus extraordinaires. Enfin, je pense évidemment à un jeu comme Last of Us 2, par exemple. Les enjeux moraux à l'intérieur du jeu, à part dans certains grands livres, je vois pas dans le cinéma une telle mise en abîme des enjeux moraux d'un récit comme celui-là, quoi. Je veux dire, les moments où on se rend compte qu'on a basculé dans le corps adverse, on va dire les choses comme ça, sans qu'on ait vu le coup venir, c'est un moment très perturbant, où on se bat contre le personnage qu'on a à un moment donné habité, voilà, auquel on s'est identifié, et brusquement on doit le battre, on doit le vaincre. Quand le sniper nous tire dessus et qu'on s'aperçoit que c'est Joël, je veux dire, voilà, il y a des moments comme ça, c'est des moments incroyables. On se dit, mais où je suis passé, où je suis, dans quel camp je suis, où est le bien, où est le mal, etc. Et on rentre dans des considérations, et on est vraiment bousculé. On est bousculé dans ses certitudes, etc. Oui, le jeu vidéo est un art adulte, et qui aujourd'hui, je veux dire, emmène les gamins, parce que
évidemment, c'est joué mais aussi par des jeunes adultes, mais emmène certains gamins sur des rivages que moi, à leur âge, je ne pouvais pas explorer avec le cinéma et éventuellement avec une littérature dont peut-être parfois le sens pouvait m'échapper. Mais là, eux, ils l'ont plein fouet, quoi. Ils l'ont plein fouet. C'est dément, hein. C'est un art inouï. Je veux dire, ce qui se passe dans les jeux vidéo. Il y a toujours cette résistance que je vois chez les gens quand j'en parle, où ils disent ouais, Gans, ouais, il est toujours en train de défendre sa pop culture. Mais les mecs, ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils sont assis dans leur certitude. Ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, quoi. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Mais c'est peut-être aussi pour ça que, bon, quand j'adapte un manga comme Crying Freeman ou que j'adapte un jeu vidéo, je vois qu'il y a une réponse. Ou quand je fais l'hybridation du Pack des loups, etc., je vois qu'il y a une réponse avec un certain public parce qu'ils savent reconnaître un des leurs, on va dire. C'est-à-dire quelqu'un qui, tout en n'ayant pas le même âge qu'eux, en tout cas est parfaitement conscient de ce qui est en train de se passer dans leur pop culture à eux, dans le grand chaudron. Voilà. C'est une forme de respect. Évidemment, d'une manière définitive, c'est une forme de respect pour ce public-là. Mais il est clair que c'est là où ça se passe. Je dis bien, moi, je cherche toujours de savoir là où ça se passe. Ça ne m'empêche pas de regarder des choses anciennes, de lire la littérature du 18e ou des trucs comme ça, parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de mes racines. Mais quand je me pose la question où est-ce qu'est en train de bouillir la pop culture d'aujourd'hui, évidemment, c'est là qu'elle est. John Carpenter a participé à des projets... Bien sûr, bien sûr. Cut. En tout cas, merci, ce fut un grand plaisir et on pourrait parler encore des heures, mais c'est voilà. Clair. Merci beaucoup pour le temps, merci. Super, un grand merci. Désolé pour le temps. Merci.